Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique, émission spéciale consacrée à cette mobilisation des Gilets jaunes. Environ 70 actions commencées hier matin sont toujours en cours. Ce matin, dans la région, il y a des blocages sur certains grands axes. C'est le cas sur l'autoroute A13 à la hauteur de Mondeville. Blocage également sur l'autoroute A84 à Guilberville, dans la Manche. En revanche, le périphérique de Caen n'est plus bloqué. On apprend qu'un blocage serait de nouveau en cours sur le péage de Dozulé. C'est une toute dernière info. Et puis, il y a un barrage filtrant sur le pont de Normandie, mais pas de blocage. Un mouvement au cours duquel on a recensé une dizaine de blessés en Normandie depuis hier matin, mais il n'y a pas eu de décès comme ça peut être le cas en Savoie, vous le savez. Alors, quelle est la situation ce midi? Quel avenir pour ce mouvement en Normandie? Quelles sont les raisons de cette colère? On va en parler avec nos invités. Mathieu Potel, vous êtes un des coordinateurs du mouvement des Gilets jaunes en Normandie. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui organisiez le blocage au péage de Dozulé. Sarah Albert, vous êtes une citoyenne écologiste. Vous vivez sans voiture à Caen. Vous dites on peut très bien se passer de voiture. Hein. Gérard Blottière, vous êtes président délégué de l'association Automobile Club pour la Normandie. Bonjour. Bonjour. Et puis Christophe Kutkel, vous êtes transporteur au Teilleul, c'est dans la Manche. Vous avez un parc de 17 poids lourds et le budget gasoil, c'est 1 million d'euros par an. Avant de vous laisser la parole, écoutez ces quelques réactions recueillies en Normandie sur les points de blocage. C'est pas que l'essence et le gasoil. Non, c'est un global. Tous les mois, les gens ils sont en fin de mois, ils sont en ric-rac et ils appuient à bip. La coupe est pleine, il y en a marre, on en a ras-le-bol. On va augmenter les assurances, là on a augmenté la CSG, les PV vont augmenter, le contrôle technique, les points de contrôle, enfin vraiment. Et nous, il faut vraiment mettre l'accent sur la campagne parce qu'on est très dépendant de la voiture. Dans un foyer, on a au moins 2 voitures et on est obligé de prendre son automobile pour aller travailler. Et on fait en moyenne 50 km par jour. Donc c'est un budget d'environ 200 euros par mois, quoi, pour un salaire moyen de 1200 1300 euros. Je m'occupe des aînés à domicile et donc je dois prendre ma voiture tous les jours pour aller au travail. Vous comprenez? Et donc vous imaginez, quand j'ouvre la porte d'un bénéficiaire, je perds de l'argent. Je travaille, je fais un métier très pénible et en plus je perds de l'argent. Moi j'ai une entreprise. Donc je fais tourner une société et aujourd'hui on ne peut plus embaucher de gens parce qu'on a trop de taxes. Le carburant qui vient se rajouter, j'ai une société de terrassement, donc tout le carburant qu'on doit mettre dans nos engins, etc. Donc on nous pousse volontairement à payer moins nos salariés, donc faire des smicards. Vous êtes là pour un moment, vous croyez? On est là pour... Mais ça, il faut demander à Macron. Voilà. Vous êtes là pour un moment, il faut demander au président de la République, Mathieu Potel. Oui. Combien de temps vous allez pouvoir tenir? Le temps qu'il faudra. C'est-à-dire? Jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour vraiment prouver qu'il nous écoute. Mais qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? On parlait ce matin de 70 points de blocage ou de filtrage, hein, parce que toutes les autoroutes de la région ne sont pas bloquées. Qu'est-ce qui pourrait vous faire lever les points de blocage? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tous les citoyens attendent vraiment que le gouvernement change, en gros, que Emmanuel Macron démissionne, quoi. On a vu une personne tuée en Savoie, plus de 220 blessés, dont 7 grièvement depuis hier matin. Il n'y a pas eu de victimes de graves blessés en Normandie, une dizaine de blessés légers. Mais est-ce que vous craignez justement qu'à un moment ou à un autre, ça dérape? C'est toujours l'appréhension qu'on a, en fait. Nous, je vois hier par rapport au péage de Dozulé, on avait les forces de l'ordre avec nous, mais on avait notre propre système de sécurité. Et on essayait vraiment à optimiser les choses pour que ça ne déborde pas de trop, en fait. Alors, on va faire un tour de table rapidement. Quel est votre regard les uns les autres sur ce mouvement? Étiez-vous sur place, oui ou non, sur un de ces points de blocage dans la région? Sarah Albert, je vais m'adresser à vous pour commencer. Moi, je n'y étais pas. Donc je comprends la colère des citoyens qui doivent choisir entre manger et mettre de l'essence dans leur voiture, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Par contre, je ne pense pas que ça soit le bon cheval de bataille pour travailler sur le pouvoir d'achat. Le fait est qu'on sait que le cours du pétrole risque de continuer d'augmenter, le pic pétrolier est passé.
Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas là qu'on peut, enfin en tout cas pour les citoyens de base. Donc vous n'êtes pas gilet jaune. Je suis pas gilet jaune. D'accord. Gérard Blottière, est-ce que vous êtes gilet jaune, vous? Non, vous l'avez pas. Par la pensée, oui. Mais en tant que premier automobile club français, avec 1 400 000 adhérents, c'était une initiative citoyenne. On ne pouvait pas prêcher les gilets jaunes, mais nous sommes complètement partants avec eux. Et Christophe Kunkel, pour terminer, je rappelle que vous êtes transporteur dans la Manche, 17 poids lourds, des 44 tonnes, 1200 € le plein de gasoil, et vous n'êtes pas gilet jaune. Non, on n'est pas gilet jaune parce qu'on pense que cette manifestation est une fronde citoyenne, effectivement. Alors on la soutient effectivement comme notre collègue, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans le cadre du transport, n'est pas représentatif de solutions d'avenir. On a déjà des instances qui sont dans les ministères et qui défendent les... Alors on entend dire que les transporteurs allaient descendre dans la rue, bloquer à leur tour les péages à partir de demain matin. On n'a pas d'écho particulier sur le sujet. Il y a des informations qui circulent. Oui, mais on n'a pas de... Vous y êtes favorable, justement? Je ne sais plus où. Non, je n'y suis pas favorable. Vous n'êtes pas favorable. Je pense qu'il y a... Et pourtant, vous êtes un des délégués de la FNTR. Tout à fait, ouais. On doit commencer par le dialogue, avoir des revendications qui soient très claires. Au jour d'aujourd'hui, la problématique des Gilets jaunes, c'est que les revendications ne sont pas très précises. Il n'y a pas de demande claire et nette. Si ce n'est que la démission du président et il n'y a pas de déclaration claire et nette, c'est parce qu'en fin de compte, c'est un ras-le-bol national sur plusieurs choses. C'est pas que par rapport au carburant. Tout à fait. Tout le monde rapporte ça par rapport au carburant, mais c'est tout. Le carburant a fait déborder le vase. Voilà. Oui, mais là je vous rejoins complètement. C'est vrai que c'est la goutte d'eau de trop. Je pense que tout le monde a reçu ses impôts en septembre et octobre. La suite, les 80 km/h. Et puis le prix de l'essence qui augmente. Et c'est vrai que là, ce n'est plus supportable, surtout pour les gens qui vivent à la campagne. On commence à comparer le mouvement des Gilets jaunes à l'action des bonnets rouges en 2013. Certains vont même au-delà en disant que ça sera peut-être demain un nouveau mai 68. On a commencé par des revendications autour de la baisse des carburants. Aujourd'hui, il y a les impôts, les taxes, les charges, la baisse du pouvoir d'achat, les retraites. C'est devenu un petit peu, excusez-moi, fourre-tout. Tout augmente sauf les salaires. Ouais. Donc le pouvoir d'achat, c'est... Enfin, si on n'a pas de pouvoir d'achat, en fait, il n'y a pas d'apport d'argent possible, même pour l'État, en fait. Il se retrouve à être perdant, au final. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Mais dans cette liste, justement, de revendications, expliquez-moi, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus important? Si le gouvernement, ce midi, décidait, en fait, d'entendre vos revendications, quelle doit être la priorité? Le pouvoir d'achat des citoyens. Par quelle mesure? Par une revalorisation de leurs taxes à tout va sur chaque système, quoi. On oublie le carburant, alors? Il en fait partie, c'est un point parmi d'autres. Mais entre les impôts locaux, les impôts sur le revenu... Enfin, c'est un ensemble de tout. Le carburant rapporte quand même 31 milliards à l'État, sur les 87 milliards que rapporte l'ensemble des taxes sur l'automobile, que ce soit l'assurance, les pneus, le péage. Donc, généreusement, le Premier ministre annonce 500 millions d'euros d'aide, mais sur 31 milliards de marge sur l'essence, il peut... Moi, je pense que le vrai sujet, là, c'est vraiment quel modèle de société on veut. La manière dont, en ce moment, nos politiques aménagent notre territoire avec de plus en plus de centres commerciaux proches des villes. Ça fait que les zones d'habitation sont repoussées en périphérie. Le problème, il est là. Où habitent les gens? Ils doivent forcément prendre leur voiture. Pour revenir sur ce qui se passe depuis 24 heures, là, quel regard vous avez, vous, sur ce déferlement dans les rues, sur les autoroutes, dans les centres commerciaux, à l'entrée des centres commerciaux, ce mouvement des Gilets jaunes? Tout a commencé... Mathieu Potel, vous me le disiez, le 13 octobre, c'était dans votre salle à manger, vous étiez 10 au début. En fait, on avait déjà commencé, enfin il y a eu un mouvement qui a été commencé, qui a été un flop sur le 13 octobre. Ouais. Et le soir même, on discutait entre amis, quoi. On se disait, mais en fait, faut prévoir un truc, mais à long terme. Enfin, voir dans le temps et prévoir une date. Et puis, Donc de 10 personnes dans la salle à manger, vous êtes passé à 2000 le lendemain, c'est ça? En fait, quand on a lancé le mouvement sur Facebook, en fait,
ça a vraiment dépassé ce qu'on imaginait. En 24 heures, on est arrivé à quasiment 2000 personnes. Et le fait qu'il n'y ait pas de leader, c'est ce qu'on dit. C'est la force de l'action. C'est le mouvement citoyen. C'est une chose qu'on ne peut pas... on ne s'imagine pas, mais... même si on annonce le ministre de l'Intérieur 275 000, je pense que là, comme d'habitude, il n'est pas très généreux. Je dirais par les remontées que nous pouvons avoir, on se situe plutôt à 500 ou 600 000 personnes. Alors le mouvement des Gilets jaunes, on en parlait, justement, changer la société, vous disiez, Sarah Albert, oui. Peut-être se passer de la voiture. Vous n'avez pas, vous n'avez jamais eu. Alors moi, je tiens à préciser quelque chose, pardon. Je vais simplement, pour lancer cette thématique-là, rappeler la première revendication des Gilets jaunes. C'était il y a un mois. C'était la baisse des prix des carburants et le refus de voir de nouvelles taxes mises en place au 1er janvier 2019. Donc, le mouvement des Gilets jaunes conteste la hausse de 6 centimes sur le gasoil et 3 centimes sur l'essence proposée par le gouvernement donc au 1er janvier. Ce qu'on a constaté depuis 15 jours, c'est que le prix à la pompe, lui, eh bien, il se casse la figure, littéralement. Vous l'avez certainement remarqué. On va prendre quelques exemples. 1,47 € ce week-end contre 1,54 € le 11 octobre. Ça, c'est pour le gasoil. 1,43 € aujourd'hui contre 1,58 € pour le samplon 95. Ça fait 15 centimes d'écart de baisse. Pour le samplon 98, on est ce week-end à 1,52 € contre 1,65 € le 11 octobre. Là, on est à 11 centimes d'écart. Est-ce que finalement, ça ne va pas dans le bon sens? Je vais m'adresser aux transporteurs, là, puisque vous utilisez pas mal de... Alors 11 centimes d'écart, c'est une bonne chose, mais c'est quand même 4 centimes qui sont liés aux problématiques du pétrole. Et le reste, ce sont des taxes de moins de collectées par l'État. Et l'État, au 1er janvier, va nous recoller encore des taxes. Et votre regard, Sarah Albert, justement? Moi, je suis très sensibilisée à la question de la raréfaction des ressources. Et il suffit de lire tous les rapports des agences internationales qui disent que de toute manière, à terme, les stocks vont s'épuiser et donc le prix va nécessairement augmenter. Alors là, on a peut-être une petite baisse ponctuelle, mais toutes les agences s'inquiètent. Moi, donc, le problème pour moi, à long terme, c'est pas viable. En fait. Ce modèle n'est pas viable. Le modèle tout voiture n'est pas viable. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics doivent s'emparer de la question, les collectivités aussi, développer des solutions alternatives à la voiture. Le covoiturage, les gens l'ont fait sans attendre les pouvoirs publics, mais aussi développer le vélo, des vrais plans vélo, des incitations, qu'on arrête de fermer des lignes de train, des petites gares. On ne peut pas en même temps demander aux gens prenez votre voiture, prenez-moi votre voiture, et en même temps continuer à fermer des lignes de chemin de fer. Donc c'est une vision globale sur comment on se déplace, où on construit des maisons, est-ce qu'on peut densifier encore les centres-villes, rapprocher les lotissements ou faire plutôt du collectif plutôt que des maisons individuelles. Donc c'est voilà. Le problème, moi, que je rajouterais, après, je pense que, moi, c'est ma vision personnelle. Je suis pas contre l'écologie, bien sûr que j'aimerais qu'on évolue dans ce sens-là. Mais par exemple, quand on est sur Caen, je suis d'accord avec vous, on peut utiliser tous les transports qu'il y a. Moi, par exemple, j'habitais à Vire, à 32 km de mon... Et vous avez déménagé parce que ça coûtait trop cher? Parce que le carburant, il venait trop important. Mais je travaille en 3-8. J'ai pas de moyens de transport écologiques qui me permettent de respecter mes horaires de travail. Je me vois pas prendre un bus qui passe à 5h du matin exprès pour moi. Est-ce qu'il y a deux France, justement, la France des villes et la France des campagnes? Oui, complètement. Oui, complètement. Et je pense que malheureusement, Paris, Lyon, Marseille ou les grandes métropoles, oui, on peut dire qu'on peut se déplacer par les moyens de transport en majorité. Mais 74% des Français, ils habitent en dehors des villes. Tout à fait. Bon, déjà parce que les loyers sont moins chers et il faut bien venir travailler. Alors, le covoiturage fonctionne. Nous, on est les premiers sur le site de l'Automobile Club de proposer le covoiturage et maintenant, on va l'étendre à toute l'Europe puisqu'on est représentant de la FIA. Bon, mais on est bien obligé de prendre la voiture. Et tout à l'heure, vous parliez d'augmentation en 2019, mais le but d'ici 2022, c'est d'augmenter de 25 centimes encore. Là, c'est de l'abus. Oui, mais il y a un marché international. C'est vraiment le délire fiscal. Alors, pourra-t-on demain se passer de la voiture ou avoir des modes de transport plus propres, plus respectueux de l'environnement? Le gouvernement explique depuis des semaines que la hausse des taxes à partir du 1er janvier,
c'est une manière de créer un électrochoc pour que les gens arrêtent d'utiliser de l'énergie carbonée. En compensation, vous le savez, il propose d'offrir jusqu'à 4 000 € de prime de conversion pour acheter une voiture moins polluante. Et puis, il y a également la question des indemnités kilométriques qui seront élargies. Est-ce que ça ne va pas, là encore, dans la bonne direction, Christophe Kunkel ? Non, je ne pense pas, parce que les véhicules ne sont pas prêts, ils ne sont pas en nombre suffisant. Les énergies qui vont être nécessaires pour ces nouveaux véhicules sont tout aussi polluantes. Les constructions des véhicules le sont aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir taxer le carburant... Vous ne prenez pas la prime de 4 000 € pour changer de voiture ? Non. Non, mais elle n'est pas pour tout le monde. Non, 20% des Français. Oui, elle est progressive. Oui. C'est vrai. Le problème, c'est au maximum 4 000 €. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on taxe le carburant en espérant qu'on devienne écologiste enfin qu'on ait une politique écologique dans nos entreprises. Mais quelle alternative on a pour remplacer un camion qui roule au diesel ? Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Donc nous n'avons aucune solution alternative. Et vous me dites que vous habitez à Caen et que c'est facile d'être en vélo. Mais toute l'alimentation que vous avez dans vos petits magasins, elle a été amenée par des camions. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est grâce aux camions et au mode de distribution routier que vous pouvez vous permettre de vivre en ville. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, à la campagne, c'est quoi la société de demain ? Elle posait la question, Sarah Albert, il y a quelques instants, c'est quoi la société de demain ? On circule comment ? On circule à bord de voitures électriques, à bord de bus, de tramway, à bicyclette, à trottinette, c'est quoi ? On peut prendre l'exemple du Danemark, qui dans les années 70, donc il y a 40 ans, avait ce problème d'un territoire petit où ils ont décidé d'inciter les particuliers à prendre d'autres transports en commun, d'autres transports que la voiture, pour libérer les grands axes pour les camions. Ça, c'était au début des années 70. Donc c'est pour ça qu'il y a 30% des déplacements en ville qui sont faits à vélo à Copenhague. On est à 3% en France. Et pourquoi ça ne marche pas en France ? Parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique forte d'investir et d'inciter et de changer les mentalités. C'est pas culturel, le vélo. Il y a des pays qui ont fait ce choix-là à un moment donné. Et là, on en est loin. Qui serait prêt justement à circuler à vélo en ville ? Vous le faites. C'est pas naturel. Moi, on m'a appris. Vous le faites au quotidien. C'est pas naturel. C'est au quotidien. Mais moi, c'est votre unique mode de transport ? Non. Alors là, au contraire, nous, on a beaucoup de modes de transport. Ça va être le bus, si nécessaire. On va louer des voitures le week-end ou repartir en vacances. Quand on va dans certaines destinations, bien sûr. Et pour on prend le train. Pour les courses, moi, j'ai un vélo cargo. Vous savez, les vélos avec des caisses devant. Donc, je charge mes courses. Mes enfants, on se promène aussi en vélo. Enfin, on se déplace en vélo. Est-ce que vous savez combien vous avez gagné sur votre budget ménage ? Je crois que c'est énorme, en fait. Et nous, en fait, on a fait ce choix il y a plus de 10 ans. Quand on a décidé d'acheter une maison, moi, j'ai grandi à la campagne. Je me suis dit, j'ai envie d'aller à la campagne. Et c'est mon compagnon qui était très sensibilisé à ces questions-là qui m'a dit, mais si on va habiter à la campagne, ça veut dire qu'on a au moins une voiture, sinon deux. Et le budget, c'est énorme. Donc, si on a une vision à long terme... Mais vous avez effectivement, et vous le reconnaissez, l'avantage d'être en ville où il y a possibilité de disposer de pistes cyclables. On n'a pas 30, 40, 50, 80 km à faire tous les matins pour aller au travail. Gérard Blottier, allez-y. Pour la majorité des Français, ce n'est pas le cas. Et c'est toujours le bâton sur l'automobile. Et là, pour une fois, il en a eu ras-le-bol. À la base, c'est parti quand même pour revendication de ces taxes. Le problème, on parle des voitures diesel. On a poussé à l'époque, c'est parti des centrales nucléaires, à produire des voitures diesel. Et on avait les meilleurs moteurs diesel du monde, puisqu'on est le pays qui en a le plus. Pendant 30, 40 ans, on a poussé le citoyen à acheter des voitures diesel. Aujourd'hui, on va le condamner parce qu'il a une voiture diesel. C'est quand même une aberration. C'est-à-dire que les politiques, il y a un dogme contre l'automobile. Bon, ça ne les empêche pas. 74% du parc de l'État, c'est les voitures diesel. Alors, on va regarder justement, parce qu'on a les chiffres du 1er janvier 2018 à septembre 2018. Sur le parc de voitures en circulation aujourd'hui, eh bien, regardez, les voitures essence, ça va peut-être vous surprendre, mais les voitures essence représentent 54% des quelques 40 millions de véhicules. 50 millions de véhicules.
entre 40 et 50 millions. Bon, 54% de véhicules essence. Devant, les véhicules diesel, qui eux représentent 39%. Les véhicules hybrides, ça ne représente que 5%. Alors, il y a toute une campagne, acheter hybride, acheter électrique, on va vous donner de l'argent, des aides pour vous permettre de rouler plus propre. Mais on s'aperçoit que dans les faits, eh bien, pour passer de 5% à 50 ou 54%, il y a encore une bonne marche. Les véhicules électriques, c'est 1,22%. Il y a 91 000 véhicules électriques. Oui, il y a très peu de véhicules électriques. Ouais. Mathieu Potel, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, je pense que ces chiffres sont venus par rapport à la prime qu'ils avaient mis il y a quelques années, par rapport au rachat du véhicule. Sauf que, encore... Mais est-ce qu'on peut passer de 1,22% à 54%? Et en combien de temps? Ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va être sur des années. En plus, comme a été dit tout à l'heure, la voiture électrique, qui, maintenant, on s'aperçoit que ça va consommer autant d'énergie en cumul de CO2 qu'une voiture essence ou gasoil. Et ce qu'on commence à voir apparaître, c'est en Bolivie ou en Chine, c'est le lithium. Le lithium. On mange les nappes phréatiques, les cours d'eau, on ne peut plus planter. Donc, où est l'écologie? Il y a une contradiction. Je ne suis pas pour la voiture électrique, je suis même plutôt opposée à la voiture individuelle. Moi, c'est ça, ce modèle-là de chaque foyer qui a sa voiture, qui, pour moi, est fini. C'est le modèle d'hier. Pour aller chercher le pain, ce n'est pas votre trip. Ah, mais non, c'est même pas le trip de la planète. Enfin, je veux dire, on parle de réchauffement climatique, il y a urgence climatique aujourd'hui. Autour de nos grandes villes, les petits villages, les commerces sont fermés. Remettons des lignes de bus, remettons des lignes de train. Oui, alors des lignes de bus, c'est contradiction. Pourquoi? Allez, on dit il ne faut plus de voitures consommées. Ah non. J'ai trouvé l'aberration à l'époque, maintenant il est président de la République, les cars Macron. J'ai dit on est en contradiction. Et vous avez aussi bien dit tout à l'heure, je préfère les trains, personnellement. qu'on aurait mieux fait de conserver les lignes secondaires de voies ferrées. Là, je suis entièrement d'accord. Mais sur faire payer les pollueurs, c'est un grand principe auquel vous adhérez, j'imagine. Oui, non? La vision de on va faire baisser la consommation d'essence en augmentant le prix ne marche pas. Parce que là, c'est une dépense contrainte. Les gens n'ont pas le choix, ils doivent mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler. Donc là, ça ne marche pas, en fait. Monsieur Potel, c'est surtout que si on doit faire payer les pollueurs, il faudrait peut-être faire payer les premiers pollueurs. Il faudrait peut-être attaquer les paquebots, les avions. Voilà. Même le président lui-même, il peut se faire attaquer. Parce que quand on voit les déplacements qu'il fait, avoir une quinzaine de véhicules, je trouve... c'est normal. J'aimerais connaître l'avis de Christophe Kunkel sur ce sujet. Faire payer les pollueurs, vous n'avez pas eu tout le temps une belle image, il faut bien le dire, près des Français et près des écologistes. Souvent, les transporteurs, ce sont ceux qui mettent, je le disais, 1 200 € de gasoil dans le réservoir et puis qui font rouler sur les autoroutes des dizaines, des centaines de véhicules alors qu'ils pourraient très bien prendre le train, par exemple, pour transporter les marchandises. Ça pourrait, oui. Mais effectivement... Pourquoi ça ne se fait pas? Le parc des véhicules camions aujourd'hui représente 6%, pendant que le véhicule représente 20% de ce qui se consomme en CO2. Donc les camions sont fortement attaqués alors qu'ils ne représentent que 25% de ce que les véhicules roulants peuvent produire sur la route. Depuis 10-15 ans, il y a eu énormément d'actions de menées au niveau mécanique pour améliorer les consommations des véhicules. Donc, on a peut-être aujourd'hui autour de 10 litres 100 de moins de consommation par rapport à une quinzaine d'années. Et il y a eu tous les moteurs, tout le parc a été modifié. Aujourd'hui, 85% des véhicules ont des systèmes Euro 5, Euro 6 qui sont beaucoup moins polluants avec les systèmes d'AdBlue. Je crois qu'aujourd'hui, ça commence à arriver dans les voitures également. Et donc, tout ça, ça a fait qu'il y a beaucoup moins de pollution qui est émise par les véhicules existants. Et donc voilà. Mais demain, là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on va arriver sur la fin des stocks de carburant, qu'est-ce qu'on fait?
Comment vous l'imaginez, vous, en tant que transporteur? Comment vous l'imaginez? Il y aura sûrement l'hydrogène. Je pense que ce seront les camions hydrogènes avec les véhicules autonomes. Et je pense que le développement se fera par ce biais-là, tout à fait. C'est pas très évolué pour l'instant, même s'il y a des expériences. Plutôt, d'ailleurs, on le voit sur les voitures. Dans le Nord Cotentin, on voit quelques images. Effectivement, on a des expériences qui sont menées avec l'appui des collectivités pour le poids lourd. Il n'y a pas de projet, ou très peu. Il y a des projets qui se font, c'est dans les cartons, c'est en train de se mettre en place et ça sortira plus vite qu'on le pense. Mais ça n'empêche pas que pour le moment, qui on taxe? L'automobiliste, les voitures, tout ce qui est en rapport, parce que c'est le plus simple. Jusqu'à présent, il acceptait, c'était une vache à lait, il ne disait rien. Puis là, bah oui, ils sont descendus dans les rues. Nous, ça fait des années qu'on sort le budget de l'automobiliste. Il est de combien par an? C'est une colle? Il est de combien par an? Je crois qu'il est autour de 6 300 €. Oui, on dépense pour sa voiture. Ça dépend des régions et de la voiture. Carburant, je crois que le prix moyen, c'est de 6 300 €. Et là, confirmé, Mathieu Potel? Oui, c'est dans autour de ça. On venait de parler d'Euro 6. Même une Fiat 500 à partir de 2019 et une petite Clio 1,8 litre vont être avec un malus. Donc, encore des nouvelles taxes, même pour des tout petits véhicules. Donc, et ce sont des voitures qui, au bas mot, neuves, valent entre 15, 20, 20 000 €. Quel avenir pour le mouvement des Gilets jaunes, Mathieu Potel? Au départ, on le disait, c'était un mouvement contre la hausse des carburants. Demain, que se passe-t-il cet après-midi? C'est quoi le mot d'ordre? On continue à bloquer pour l'instant, les péages, les centres-villes. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Alors, dans les heures qui viennent, le mouvement va continuer et tout pendant que ça n'agira pas de l'autre côté. On voit la carte justement des blocages ce matin, actualisée. Alors, ce matin, déjà, à Vire, je peux vous confirmer qu'il y a un blocage sur la route de Caen. Et arrivé à la sortie de la 84 à Bretteville-sur-Odon, il n'y avait rien. Périph' Sud jusqu'à la sortie de la Prairie non plus. Par contre, j'ai reçu des messages qu'à If, ça commençait à arriver. Bon, la sortie A13, ça commençait à bloquer, et le péage de Dozulé aussi. Mais quel est l'objectif? C'est quoi? C'est de bloquer le pays? Non, pas de le bloquer. Moi, pour le côté du péage de Dozulé hier, en fait, on ne le bloquait pas, on le filtrait. En fait, on a bloqué certaines voies. Il y avait une voie qui était libre. Et on filtrait les véhicules, ils passaient gratuitement. En fait, c'est ça, en fait. On bloquait, mais pas les véhicules, c'est principalement l'État en lui-même. On voit des images, justement, des manifestations qui ont lieu en ce moment, là, dans la région. Christophe Kunkel, est-ce que vous avez une crainte de voir le pays paralysé, justement, dans les jours qui viennent? Parce que les Gilets jaunes ce week-end, les transporteurs lundi, on annonce les infirmières pour jeudi. C'est probable, c'est même envisageable de le voir. Comment on se prépare quand on est transporteur comme vous? On va s'adapter à la situation au fur et à mesure des choses qui vont se produire. S'il y a un blocage, ça fera des blocages industriels, des blocages dans la distribution, dans tout, partout, quoi. Et on bloquera le pays. De toute façon, les gens pourront plus aller au travail. À un moment donné, ça va coincer. Sarah Albert, qu'est-ce que vous diriez aux Gilets jaunes, là, justement, si vous aviez non pas un conseil, mais peut-être un avis, du moins, pas simple, sur leur mouvement? Moi, je conseillerais plutôt le gouvernement, si je peux me permettre, de remettre plus de justice sociale au cœur de la justice climatique, d'arrêter de taper sur ceux qui n'ont pas grand-chose et d'arrêter d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Voilà, et le carburant, c'est quelque chose qui pénalise tout le monde et en fait, c'est le citoyen qui paye à l'arrivée sur le produit fini, quoi. Et un mot de la fin, 5 secondes, Gérard Bletière. De dire que la TICPE, cette fameuse taxe sur taxe, redevienne flottante. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce numéro spécial de Dimanche en politique. Dans un instant, votre journal régional. Bonne journée sur la 3, on suivra l'évolution du mouvement du côté des Gilets jaunes. Bon week-end et à